Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et la qualité de l'air se dégrade et pour cause, la brume de sable est de retour. Une arrivée soudaine de ces amas de particules fines qui portent leur lot de contrariétés. On fait le point avec Guader. On est un peu en avance par rapport à la saison, donc par rapport au fin février, c'est pas tellement surprenant qu'on ait des brumes de sable. Simplement, ce qui a été surprenant, c'est que c'est arrivé très vite. C'est-à-dire que tous les Guadeloupéens ont vu que samedi matin, l'air était encore de bonne qualité. Et assez rapidement, le nuage de brume de sable est arrivé sur nos territoires. Sur le territoire de la Guadeloupe, on a 6 stations de mesure qui mesurent les particules fines. Alors quand on parle de particules fines, on parle de particules qui font moins de 10 micromètres. Et également, on a aussi on les appelle PM10, on a également les PM2,5 qui font moins de 2,5 micromètres. Et donc nous avons 6 stations de mesure sur tout le territoire qui mesurent en temps réel et en continu les concentrations de ces particules. On constate dans le monde que les phénomènes climatiques augmentent. Généralement, on arrive à une période où la zone intertropicale de convergence monte. Donc on a une convergence de masse chaude de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, qui crée une dépression au-dessus du Sahara. C'est essentiellement le Sahara et le Sahel qui sont concernés. Et donc ça en crée des vents assez violents qui élèvent les particules assez haut dans l'atmosphère, jusqu'à 7 km parfois, qui sont ensuite emmenées par les alizés. On est en pleine période d'alizés et puis ça retombe sur... On est les premières îles en fait que ces masses rencontrent. Est-ce que c'est plus fréquent? Alors ça a toujours existé, parce que souvent on nous dit avant ça n'existait pas. Ça a toujours existé, mais il se trouve que la zone, avec le réchauffement climatique, les zones désertiques augmentent et les phénomènes climatiques aussi. Pour les jours à venir, vous pouvez déjà constater que ça va mieux. L'air reste encore dégradé, mais le nuage de poussière est en train de passer, donc la situation devrait s'améliorer dans les 24 heures. Les sportifs en général sont quand même invités à réduire leur activité. Le sport de compétition est à proscrire. Et après, la préfecture peut aussi prévoir, vous avez vu sur les routes hier qu'il y avait des panneaux qui précisaient qu'on était en alerte rouge, puisqu'évidemment, plus on émet de particules fines, plus on vient rajouter à la gravité du phénomène. Donc toutes les activités susceptibles d'émettre des particules fines, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau du secteur des transports bien sûr, et puis on le rappelle jamais assez, les boucans, le brûlage des déchets verts provoque quand même des émissions assez conséquentes en particules fines et ce n'est pas bon pour la santé, donc j'en profite pour rappeler que les boucans sont interdits par la loi. Et déterminés à obtenir un prix correct pour leur tonne de canne, les planteurs de l'île bloquent l'usine de Gardel-la-Moule. En situation de monopole, l'usinier fait la pluie et le beau temps en termes de fixation de prix, mais doit garantir un niveau de revenu acceptable aux planteurs. Premier maillon de la chaîne, ils sont souvent lésés avec un prix d'achat qui ne couvre même pas leurs dépenses. Suite à une expertise, ils ont évalué leur coût de production à 130 € la tonne et demandent donc 30 € de marge, soit 160 € la tonne. Et si la direction de Gardel entend la nécessité de revaloriser la ressource, elle précise ne pas être le seul acteur à devoir intervenir. Le reportage de Solène Fèvre. C'est une mobilisation qui a commencé, c'est pas d'aujourd'hui, depuis tantôt, mais qui a pris de l'ampleur l'an dernier par rapport, bien sûr, au revenu de l'agriculteur. En fait, ce qu'on demande tout simplement, c'est que la canne soit payée à sa juste valeur et que le planteur soit payé. Il n'est pas normal qu'on puisse travailler et que finalement c'est toujours l'usinier qui gagne, ce sont les autres qui gagnent et le planteur c'est la vache à lait. Et donc l'idée, ou encore la revendication, c'est qu'on puisse gagner normalement nos produits. Nous avons 2 audits, 2 cabinets d'expertise qui ont calculé notre coût de production à 130 €. Donc nous voulons que nos cannes soient rachetées à 160 €. Qu'est-ce qui fait un prix de vente? C'est le coût de production plus la marge est égal au prix de vente de 160 €. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'agriculture depuis des années et qu'au finalement, ils ne se retirent pas de salaire.
d'accord? Et que comme ils ne se retirent pas de salaire, ils ont des dettes, ils ont des prêts à la banque qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc eux, ce qu'ils ont besoin, c'est l'augmentation pour pouvoir justement être 50-50 avec Gardel, pour que justement aujourd'hui, ils puissent aussi en vivre, parce qu'ils n'en vivent pas. La plupart n'en vivent pas. Je vais vous donner mon avis, c'est que la filière elle doit se restructurer. Je pense que tous ceux qui travaillent dans la filière le savent. Ça a été encore dit hier par le préfet. Il y a beaucoup d'axes de travail. Il y a évidemment continuer à faire progresser le prix de la canne. Je m'en suis jamais caché. Si on peut continuer à donner envie aux gens de faire de la canne, il faut augmenter le prix de la canne. Mais pour l'augmenter, il faut qu'il y ait davantage de ressources. Il faut travailler les rendements. Il faut travailler la structure de la filière. C'est des sujets dont on parle avec Roméo quand on parle des SICA. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais considérer qu'il n'y a que Gardel qui doit faire, c'est se tromper. Gardel a deux positions. Gardel est usinier et Gardel est planteur de canne, exactement comme moi. D'accord? Donc, Gardel, en tant que planteur, bénéficie de cette même prime sur la bagasse. Mais en plus, cerise sur le gâteau, des responsables guadeloupéens de l'agriculture ont signé un accord autorisant Gardel à prélever 3/13 sur le montant de la bagasse. Donc, Gardel perçoit sa rémunération en bagasse de son côté et perçoit à nouveau sur tous les planteurs qui sont ici présents. Les politiques ont dit, mais on n'a pas vu de suite. Et donc, c'est normal, les agriculteurs sont très méfiants et c'est normal qu'ils puissent dire que si rien n'est fait aujourd'hui et ce qui est proposé, leur est proposé, est appliqué, ça peut rester et effectivement il n'y aura pas d'évolution. C'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. Mais je ne pense pas qu'on soit, en tout cas, contre nos représentants. Bien au contraire, nous souhaitons qu'ils soient à nos côtés, parce que de toutes les manières, ils sont là pour mener une politique. Et donc, si effectivement ils sont à nos côtés, on ne peut être que satisfait. Dans le cadre de son schéma directeur d'investissement, EDF fait le point avec ses partenaires comme le CIMEG. Il s'agit pour les deux entités de définir les nouveaux axes de travail pour améliorer l'approvisionnement en électricité de l'ensemble du territoire. D'autres défis sont à relever, comme l'augmentation de la production d'énergie renouvelable ou l'essor des véhicules électriques. Regardez. Cette concession a vocation à maintenir, voire renforcer le réseau de distribution d'électricité de façon à ce qu'il soit le plus résilient et le plus performant possible. Donc on s'engage sur la définition d'un schéma directeur d'investissement sur les 30 ans qui viennent et on a une clause de revoyure tous les 5 ans qui nous permet effectivement de faire le bilan des engagements que l'on prend par le biais de plans pluriannuels d'investissement qui vont durer 5 ans, faire un bilan de l'ensemble de ces actions et définir pour les années qui suivent les inflexions à donner de façon à garantir un système électrique qui soit de meilleure qualité possible. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là garantir un approvisionnement en électricité de l'ensemble des clients guadeloupéens sur le territoire. C'est permettre à toutes les énergies renouvelables qui vont se développer de manière assez répartie sur l'ensemble du territoire, de pouvoir débiter leur production sur le réseau. Tout ça pour verdir la production, avoir un maximum de production ENR sur le territoire. Je rappelle que l'ambition de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est d'avoir 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2033, donc c'est demain. Et puis c'est permettre également l'essor de la mobilité électrique et l'électrification de bon nombre d'usages, puisque l'objectif c'est bien d'avoir un maximum d'énergie décarbonée sur le territoire. C'est normal que l'association des maires soit là, puisque le CIMEG, c'est la représentation des 32 maires de la Guadeloupe. Le CIMEG représente les maires qui sont propriétaires du réseau électrique. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais l'aménagement du territoire, c'est l'affaire des maires, représentés par le CIMEG pour ce qui concerne le réseau électrique. Et puis politiquement parlant, il est important pour nous de pouvoir couvrir le réseau là où il y a des besoins et de pouvoir aussi donner du courant électrique 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et ça, on l'oublie, mais c'est aussi une mission des maires. Et on le fait à travers le CIMEG, bien sûr. D'où l'importance, effectivement, de notre présence ici. Et puis souligner, bien sûr, qu'une convention comme celle-là, qu'on puisse la pérenniser, c'est garantir
garantir effectivement la qualité à la fois de la distribution, mais garantir aussi que les objectifs que nous nous fixions en termes de politique publique soient respectés. Ça nous permet à la fois de bien comprendre que les communes qui sont donc propriétaires du réseau de distribution de l'électricité est représenté donc par le CIMEG, qui est donc le représentant de ces 32 communes, et notre concessionnaire exploitant EDF, qu'il y ait des relations claires et précises sur les investissements menés sur ce réseau, de façon à ce que ce réseau soit prêt pour les 30 prochaines années. On est à la fin en 2054, qu'on ait un réseau résilient, qu'on ait un réseau quasiment enfoui, qu'on ait un réseau sur lequel les Guadeloupéens peuvent compter, même en cas d'aléas cycloniques, qu'on ait un réseau de distribution de qualité. Donc là, on va insister sur la qualité de distribution de l'énergie à nos concitoyens, et qu'on ait aussi un réseau sécurisé et renforcé pour la transition énergétique, à savoir capable de pouvoir accepter tous les nouveaux points de production d'énergie propre qu'il y aura sur notre territoire, et aussi capable de redistribuer cette énergie propre à tous nos concitoyens guadeloupéens. Selon l'INSEE Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation s'améliore comparativement à décembre dernier, avec un recul de 0,8%. Ça, c'est le côté optimiste, mais globalement, nous sommes à un niveau de prix supérieur de 2,8% sur un an. Pour l'alimentation, c'est plus 5,2% et l'énergie, 7,8%. Pour ce qui est des services, on compte 0,3% d'augmentation en un mois et 2,4% sur l'année. Et afin de motiver les jeunes à préparer et rejoindre ces rangs, les finances publiques signent une convention de partenariat avec le rectorat de Guadeloupe. Objectif, informer sur ces métiers et faciliter les stages de découverte et en alternance. Regardez. Alors on a signé une convention avec Madame la rectrice qui a des objets, un objet tout simple, c'est de renforcer nos liens au bénéfice des jeunes Guadeloupéennes et Guadeloupéens et aussi des personnels du rectorat. Premier point, c'est faire connaître en interne les métiers de la DGFiP. La DGFiP va recruter des jeunes diplômés. Donc elle offre des places au concours. Donc l'idée c'est qu'ils connaissent nos métiers et qu'on puisse les accompagner. Nous travaillons avec la DRFiP pour mettre en place un certain nombre d'éléments. L'information sur les métiers qu'ils proposent. Donc c'est tout ce lien qu'il y a en vue des stages et de l'insertion professionnelle de nos jeunes. Mais il y a aussi tout un volet de formation pour les enseignants dans le cadre de la formation continue, mais aussi de la formation initiale dans le cadre de la préparation des concours et bien sûr la formation des élèves, puisqu'il y a certaines interventions qui ont déjà été faites d'ailleurs par la DRFiP auprès de nos jeunes. C'est faire savoir aussi aux jeunes Guadeloupéennes et Guadeloupéens à travers leurs professeurs qu'on prend aussi des jeunes en apprentissage, en stage, en alternance. Donc ça, c'est un point quand même important qui permet de connaître de l'intérieur les différents métiers des finances publiques qui ne sont pas toujours très connus. Le troisième point, c'est développer les relations avec les enseignants d'économie et de gestion notamment, à travers différentes conférences, des échanges sur nos sujets, les sujets des impôts, bien sûr, mais de la gestion des collectivités locales également, par exemple. Donc des sujets d'intérêt commun. Et nous avons déjà mis en place un certain nombre d'éléments dès que nous avons engagé les discussions, parce qu'on a vu aussi l'importance que cela pouvait avoir, à la fois pour nos élèves, puisqu'il y a eu déjà des actions faites dans ce cadre, mais aussi pour les enseignants. Et au-delà, même pour les autres personnels, puisque nous avons parlé aussi des régisseurs de recettes ou des agents comptables avec des informations sur les évolutions réglementaires. C'est de développer ensemble une action citoyenne. Une action citoyenne à travers des partenariats dans des classes qui permettent de faire mieux connaître l'impôt. Mieux connaître l'impôt pour renforcer le consentement à l'impôt, le civisme à l'impôt. Parce que quand on sait ce que c'est l'impôt, pourquoi il existe et à quoi il sert, on comprend mieux quelquefois les obligations et qui permettent de rendre l'impôt plus facile, je dirais, et d'expliquer aux jeunes à travers une formation civique, comme l'économie, les grands enjeux, les enjeux de leur vie quotidienne, qui tournent autour des impôts. Et on enchaîne avec le Forum des métiers et de la formation du groupe scolaire Saint-Joseph de Cluny. L'occasion pour les élèves d'échanger avec des professionnels et bien comprendre les enjeux des métiers pour lesquels ils se forment. Regardez.
Aujourd'hui, nous organisons le forum des métiers et des formations. Ça s'adresse surtout aux élèves de 3e, mais aussi aux lycéens de bac professionnel, parce qu'ils doivent aussi préparer leur orientation post-bac. Le fait de mettre en valeur les métiers, donc les élèves sont plus à même à comprendre où va la filière. Qu'est-ce qu'on propose dans la filière et où ça mène. Donc le fait de voir des professionnels, cela est plus concret pour eux et ils se rendent compte de la faisabilité de leur projet professionnel. Quand ils nous ont proposé de venir étayer leur forum de métiers et de formation aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas venir pour voir, pour leur montrer que l'accueil en général c'est quelque chose qu'on peut prendre, faire un métier, faire une carrière et aussi avancer. Ça nous apprend beaucoup de choses au niveau de l'accueil, tout simplement. Moi, je voulais faire après un BTS tourisme et il y avait une élève avec nous qui était en BTS justement et j'ai pu lui poser beaucoup de questions et elle a très bien répondu. J'étais très satisfaite. Quand je suis rentrée dans le lycée Saint-Joseph de Cluny, j'ai pu apprendre le métier d'abord avec les personnes âgées et les enfants et ça a pu me conforter pour devenir aide-soignante et depuis c'est un métier que j'apprécie. L'idée c'est de pouvoir faire des retours d'expérience de ce que nous on a vécu en tant que Guadeloupéens entrepreneurs sur le territoire et leur donner des petits conseils pour qu'ils puissent mieux avancer. C'est vrai qu'à leur stade peut-être qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais l'idée c'est de leur faire comprendre que peu importe le chemin qu'ils doivent prendre, c'est de pouvoir aller à fond et voilà. C'est important que nous fassions ce genre de manifestation, surtout pour valoriser les formations professionnelles qui n'ont pas, il faut le dire, bonne presse. Et c'est dommage parce que, comme le dit beaucoup de nos anciens élèves qui sont revenus, eh bien, ils ont pu aussi construire leur avenir professionnel grâce à leur bac pro. Donc voilà, c'est notre objectif aussi aujourd'hui, revaloriser ces formations. Chaque année, des élèves de première et terminale du lycée Carnot peuvent participer à un atelier de danse. Pendant une semaine, ils profitent des conseils de Linda Faoro, professeure au conservatoire d'Aubervilliers. Le reste en images. C'est une semaine pendant laquelle les élèves n'ont pas leur matière générale, mais sont uniquement investis dans les matières artistiques. Et les premières et terminales uniquement ont la chance d'avoir Madame Emmanuelle Pougnard, qui est professeure en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé et qui leur permet de mieux connaître leur corps en apprenant par exemple le nom des os et qui met aussi en lien tout cet apprentissage théorique avec du mouvement qui part aussi de la conscience corporelle et qui permet de se mouvoir d'une autre manière plus organique. Là, c'est ma 4e intervention depuis le début du partenariat avec le CRR 93 et le lycée Carnot de Pointe-à-Pitre et Solis. Donc c'est la 2e année. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que je retrouve quelques élèves que j'avais l'année dernière qui étaient en première et qui maintenant cette année sont en terminale. D'autres qui étaient en terminale l'année dernière ne sont plus là, forcément. Mais bon, c'est super de voir, de créer du lien avec ces personnes-là et voir un petit peu ce qu'elles font aujourd'hui, notamment. Donc c'est intéressant le suivi qu'on peut avoir, qu'on peut apporter à ces élèves. Qu'elle apporte, en plus de ses connaissances pratiques, le côté répertoire, travaille sur les danses répertoires, travaille aussi sur les improvisations, donc par rapport à des thématiques musicales, donc elle maîtrise bien. Et ensuite, elle fait le lien avec la pratique au conservatoire d'Aubervilliers, le C2R d'Aubervilliers, où nous sommes en parallèle avec cet enseignement. Donc les pratiques se mélangent. Et nos élèves peuvent poursuivre aussi le cursus qui s'opère là-bas. C'est important dans le sens où partout où on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, eh bien c'est une opportunité pour nous aussi d'aller rencontrer des jeunes ailleurs, dans d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres univers. Le but de cette semaine, c'est-à-dire déjà dans un premier temps d'arriver au quota horaire des heures obligatoires dites conservatoires et d'approfondir les connaissances et la pratique grâce à ces deux dames.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Et ce soir, nous parlerons avec Daryl Pézeron de hacking, des nouveaux modes de hacking à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Maggie, bisous Maggie, bonsoir à Agnès Bolmain, à Marie Rouana, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Géna Gior, à Ghislaine Calife, à Marie Rutil, à Joyce Gabot. Bonsoir, bonsoir. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Il y a ça aussi. Les prix varient en fonction de... Oui, c'est vrai. Bonsoir, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Lina Wild. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à Moïse Caramel. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Perle de Carukira. Je vous fais des bisous. Bonsoir. Oui, il y a des envois de bouteilles qui vont se faire là. Bonsoir à Naïssa Belair. Bonsoir à Talia Mdor. Bonsoir à Odile Zingilé aussi. Bonsoir à Viviane Coton. Viviane Coton qui nous dit « Les grosses entreprises qui nous enfument, il faut en parler. Le réchauffement climatique, c'est aussi les mangroves comblés pour mettre des entreprises et agrandir les routes. » Je pense qu'il y aura tout un débat à faire quand même sur cette question de réchauffement climatique, d'émissions aussi de CO2. Puisque paradoxalement, la nature aime beaucoup le CO2. Donc un jour, on fera une petite émission éco pour démêler tout ça. Bonsoir, bonsoir à qui d'autre sur le live. Bonsoir, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir à Claudie Giraud-Girard. Il faut faire une émission spéciale avec EDF. Oui, je ne suis pas contre du tout. Bonsoir à Marie-André Cavaillon. Bonsoir à Lydia Luce. Bonsoir à Médric Lolia. Qui parle de quelle course? Non, tu n'as pas été courir. Ok. Bonsoir à... Je ne sais pas si j'ai dit à Talia Mdor. Bonsoir à qui d'autre? Bon, je vous vois en train de débattre. On se quitte pour une petite page de pub et on revient en plateau.